C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Une femme, un métier. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme plurielle et comme toutes celles d'ailleurs qui sont passées sur ce plateau, mais chacune a sa particularité. Mon invitée du jour est enseignante de biologie. Elle est également responsable des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques pour une organisation locale ici même en N'Djamena. Elle est également mentor à l'Institut Consis de Dakar dans le domaine des STEM. Tout à l'heure, elle va nous parler de ce qu'elle fait exactement. Et au-delà de ça, elle a plus de 3 ans d'expérience dans ces domaines dont je viens de citer. Et elle est également alumni Mandela Washington, avec plus de 3 ans dans ces différents domaines dont je viens de citer. Elle est également engagée à promouvoir l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes en Afrique. Sa mission est claire, briser les barrières et inspirer les filles à poursuivre leurs rêves dans les domaines scientifiques et technologiques. Vous l'aurez certainement compris, mesdames et messieurs, c'est de Madame Mélodie Rita que je parle. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame Mélodie et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Christiane. Merci. J'ai juste envie de savoir, Madame Mélodie, comment on fait pour être comme vous après tout ce que j'ai cité? Parce qu'à un moment, je pense que je n'avais même plus de salive. En fait, comment pour être comme vous? Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler autour de l'éducation parce que c'est une chose pour laquelle je ne me donne pas de sommeil. Et voilà, comment je fais? C'est la résilience. Je peux dire que c'est la résilience. J'ai évolué dans un domaine, dans un environnement assez précaire et j'ai compris par la suite que l'éducation est la seule arme, c'est le déclic de l'épanouissement. L'éducation est une arme à l'épanouissement. Restez connectés, mesdames et messieurs. À tout de suite. Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes passionné de l'éducation des filles et de l'autonomisation des femmes dans les STEM. C'est quoi exactement les STEM et quel a été ce déclic pour vous de vous lancer dans ces domaines-là? D'accord. Le STEM, c'est un sigle anglo, franco, tout ça. Mais en français, on dit STEM. Okay. Ouais, en anglais, on dit STEM. Donc, c'est sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. C'est un concept assez nouveau pour le Tchad, mais déjà, ce sont des choses que nous le faisons sans le savoir. Mais c'est un concept qui est très en vogue voilà, dans les pays du monde. Mais le Tchad est en train de comprendre ce concept-là. Et voilà, pourquoi me retrouver dans... Comment je me suis retrouvée dans ce domaine-là? Justement, comme je vous l'avais dit tantôt, c'est une question de résilience. Dans ma tendre enfance et même dans mon cursus scolaire, j'ai réalisé qu'en réalité, l'enseignement des sciences est une question de pédagogie. Transmettre les sciences aux filles relève encore d'une passion, relève encore, comment on peut dire, de trouver donc les méthodes adaptées au profil d'intelligence de chaque fille. Ça, ce sont des expériences personnelles parce que pour avoir fait face à plusieurs défis dans mon enfance et pour me retrouver aussi dans les domaines de l'éducation scientifique, c'est une question de passion. Aussi parce que j'ai été confrontée à ces défis-là. Tu ne peux pas le faire parce que tu es une fille et aussi parce que j'ai remarqué qu'il y avait une sous-représentativité des filles dans ce domaine-là. Et aussi parce que j'ai appris à me fabriquer et à me faire une place dans ce domaine-là pour performer en innovant aussi des techniques d'apprentissage moi-même. Et comme ça marchait, j'ai compris qu'il fallait amplifier la chose, voilà, ou alors innover la manière de transmettre les sciences aux filles. Et j'ai réalisé aussi que les filles ont un fort potentiel qu'il faut explorer en leur expliquant comment elles peuvent le faire. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes dans notre communauté. La fille est d'abord considérée comme housewife. Voilà, une fille à la maison, il y a les barrières sociales. La place de la femme est à la cuisine. Voilà, les préjugés. Donc d'abord pour que la fille aille à l'école, c'est un défi. Et encore oser se faire une place dans les sciences reste un véritable défi en plus. Donc ce sont tous ces ingrédients-là qui me charbonnent de l'intérieur et m'ont donc frayé le chemin de me faire une place dans ce domaine-là et donc commencer à vulgariser des nouvelles méthodes d'apprentissage aux filles.
Voilà. Super. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les femmes sont beaucoup plus minimisées dans certains domaines. Oui. Et quels sont les défis que vous rencontrez lorsqu'il s'agit d'encourager ces filles-là dans les domaines scientifiques et technologiques? Pour ça, je vais vous raconter une anecdote. Et je travaille en tant que volontaire dans ce domaine-là, comme je vous l'avais dit. Il fut une fois, j'ai pris une fille au lycée. Je trouvais que, et généralement, j'aime travailler avec les filles qu'on considère de faibles dans les lycées. Donc, je parlais avec elle pour déceler quel était son problème. Et elle me dit, Madame, moi, je ne peux pas faire les maths parce que dans ma famille, personne n'a fait les maths. Et aussi parce que ma maman m'a dit que je suis une femme, si je veux faire les longues études en sciences, je ne vais pas me marier. Ah, donc ils doivent plutôt se converger vers la série littéraire. Oui, voilà, il faut trouver quelque chose à faire rapidement. Et aussi parce que les sciences demandent assez de consécration. Voilà, donc vous voyez que déjà dans les tâches ménagères, la fille est donc assignée à beaucoup de tâches, alors qu'il faut aussi assez de temps pour répéter, traiter les exercices et tout ça. Déjà, quand je décèle qu'une fille me dit que dans sa famille, il n'y a pas de... L'autre maman m'a dit que je ne peux pas faire, il y a des idées reçues, il y a un problème de croyance sur lequel il faut travailler, voilà, pour libérer l'esprit de l'enfant et lui permettre donc de recevoir le savoir ou bien même d'oser aimer les sciences parce que c'est une question aussi d'amour, de passion. Donc ce sont là les défis, les premiers défis auxquels on peut être confronté et aussi parce qu'il y a la pauvreté, il y a les normes sociales comme je le dis très vite, il faut se marier. Imagine tu dois faire les études en médecine, c'est très long, il faut aussi avoir un mari assez courageux pour te permettre d'aller dans ce sens-là. Donc ça, ce sont les défis. Après, les sciences, l'enseignement des sciences en tant que tel, ce que nous faisons dans nos lycées, ce sont des enseignements généraux. Mais donc vouloir se spécialiser dans ces choses requiert aussi des ressources importantes. Donc, il faut vraiment avoir du cran couplé aussi aux ressources financières, voilà, pour pouvoir se frayer un chemin dans ce domaine-là. Donc, il y a plusieurs défis auxquels, par la volonté, nous sommes en train de vouloir, voilà, étouffer au fur et à mesure. D'accord. Et est-ce que c'est cela qui vous a également poussé dès le début à vous accentuer beaucoup plus dans l'enseignement des sciences de la vie et de la terre? Oui, je suis allée dans cette filière-là par passion. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui m'a motivée. Et aussi, pour arriver en terminale scientifique, il fallait que j'ai de l'amour pour cela. Et aussi parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, je sors d'une famille où les ressources financières étaient aussi un défi. Donc, je n'avais pas de documents pour étudier, je n'avais pas de répétiteurs à la maison au début. Tout ça, donc, pour avoir osé moi-même, c'était devenu une résilience pour moi. Et je me dis qu'il y a beaucoup de filles qui se trouveraient dans cette situation-là. Il y a beaucoup de Rita à qui il faut ouvrir les yeux pour explorer déjà le potentiel qu'elles ont en elles de façon naturelle et à faire leur chemin. Ce n'est pas un métier exclusivement réservé aux hommes, elles peuvent le faire. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que mentor, en tant que responsable, en quoi consiste réellement votre rôle? Voilà, donc comme vous l'avez dit, je suis mentor. D'abord, je suis coordinatrice système à AEPF, Action pour l'éducation et la promotion de la femme. La question de mon travail de mentorat requiert de cette volonté-là, voilà, d'aider les filles. Parce qu'en réalité, il nous manquait aussi de modèles. Il fallait voir qu'on puisse promouvoir aussi les modèles de femmes qui ont réussi dans ce domaine-là pour pouvoir inciter les filles et leur montrer le chemin à prendre, comment elles doivent se prendre, comment elles doivent oser, comment elles doivent chercher, Donc, il fallait ça. Et mon travail consiste donc à aider les filles. Ça, c'est même en ligne, des fois on fait des rencontres en physique, on fait aussi des ateliers pour partager les techniques d'apprentissage, comment apprendre les maths, comment apprendre les physiques, comment trouver des ressources importantes pour faire des études supérieures dans ce domaine-là, en quoi faire des carrières dans ce domaine-là est aussi important. Donc voilà à peu près mon travail. Et aussi, je suis habilitée à monter des projets ou des programmes qui puissent donc aider les filles, voilà, à avoir un renforcement de capacité, voilà, et apprendre des compétences dans ce domaine-là. Parce que
Nous sommes sans ignorer que le monde est en train d'évoluer, la main-d'œuvre est faible et qu'il faut que les filles puissent prendre suffisamment de compétences voilà, pour donner leur contribution dans le processus de développement durable. D'accord. Et votre rôle en tant que mentor STEM, si je comprends bien, ça vous aide également à comprendre les besoins de ces filles-là? Évidemment. Et comment pensez-vous que l'éducation peut contribuer aujourd'hui à réduire la fracture genre et créer un avenir meilleur pour ces jeunes filles? Je l'ai dit tantôt, je pense que c'est ce que j'essaie de dire un peu partout et j'y crois fermement. Les filles sont des réservoirs inexploités. Nous voyons que les femmes représentent plus de 52% de la population tchadienne et c'est cette souche-là qui est la moins scolarisée. Imaginez s'il y a plus de personnes, il y a plus de mains à faire le travail va vite avancer de façon aussi naturelle. Et elles ne peuvent pas donner leur main si elles ne savent pas exactement quoi apporter, si elles n'ont pas les compétences. C'est pour cette raison que nous pensons que l'éducation est d'abord l'élément moteur et après, il ne suffit pas simplement d'éduquer, il faudrait aussi donner les compétences. Voilà, c'est deux choses absolument différentes. Donc, je pense que du niveau où les filles prendront plus de pouvoir, il y aura plus également d'amélioration dans nos communautés à établir les liens de confiance entre les unes et les autres et aussi à avoir la confiance en soi parce que l'autonomisation ça fait gagner confiance en soi. Exactement. Donc, voilà, il va sans dire. Et comme vous êtes dans le domaine depuis déjà plus de 3 ans, je vais dire 8 ans. Ah, 8 ans. Oui, je travaille en tant que volontaire dans ce projet de renforcement de capacité depuis 3 ans, mais ça fait déjà 8 ans que je suis investie en tant qu'enseignante et aussi à faire des recherches sur des méthodes, des techniques d'apprentissage appropriées. Parce que les filles ont des profils d'intelligence différents. Donc à une, je vais prôner telle méthode, à une autre, je vais prendre. Donc je suis en train toujours de chercher dans ce domaine-là. D'accord. Et quand vous les écoutez parler, quels sont les obstacles qui les empêchent souvent de s'intégrer totalement dans les STEM? L'environnement. L'environnement est un facteur déterminant. La même fille que tu trouves à N'Djamena qui n'a pas confiance en elle, si tu la répiques dans un autre milieu, tout de suite, à cause de la parole, elle peut très vite gagner confiance en elle et puis libérer le potentiel. Wow. Voilà, donc il y a l'environnement qui est là, il y a aussi notre système éducatif qui est aussi à repenser, il y a aussi la part de nous les enseignants, il y a la part des parents aussi. Moi, je peux dire que moi, ma fille, elle n'a pas besoin de faire de grandes études. Ou alors, qu'est-ce qu'une fille a besoin de faire de longues études pour faire avec? Parce qu'elle va se marier après. Ah bah voilà, elle va se marier après. Et aussi, il y a le fait d'avoir confiance en soi entre enseignants, élèves. Nous voyons dans la salle, un enseignant, il peut dire que bon, toi, tu n'es pas faite pour les maths. Donc, elle intègre et puis voilà, on est en train de tuer des génies. Alors que par la parole, on peut libérer beaucoup de choses. Et est-ce que vous, à votre époque, ça a été facile pour vous déjà de vous intégrer dans la technologie également, dans les sciences de la vie et de la terre? Parce que tout récemment, nous avons eu une enseignante qui nous disait que quand elle avait débuté au lycée dans l'enseignement, les élèves lui disaient que c'était Marasaki. Donc c'était vraiment difficile au début pour elle de s'intégrer. Et votre cas, comment? En tant qu'enseignante? Oui, en tant qu'enseignante. Oui, à la base, rien n'a été facile. Se faire accepter dans le contexte, dans notre communauté, ça n'a pas toujours été chose facile parce qu'il y a les clichés, les curriculums qui sont là. Mais vous savez, quand vous faites bien votre travail, vous finissez par vous imposer. Donc, chemin faisant, je gagne confiance par le travail bien fait. Et depuis plus de 8 ans que vous faites ça, quel est le résultat que vous avez déjà eu à obtenir? Je suis très fière parce que je vois beaucoup de filles qui sont allées en série scientifique. Il y en a ceux qui sont dans leurs études supérieures. Wow. Je suis très fière. Et je commençais à animer une émission radio Femmes et défis scientifiques, je crois en 2016-2017. Je faisais venir régulièrement des femmes sur le plateau, des femmes qui ont un success story, pour qu'elles puissent parler de leur parcours, pour que ça puisse inspirer d'autres. Et j'ai beaucoup de retours. Et comme ayant la chance d'être enseignante moi-même, il y en a celles que je prends en aparté pour causer avec, travailler avec, partager. Je viens jusqu'à la maison pour voir comment les enfants dorment, comment ils étudient. Et franchement,
il y a de quoi se glorifier. Waouh! Et on espère que cela va se croître au fur et à mesure. Exactement. Et comme nous avons également un modèle, parce que moi-même je suis là, j'apprends tellement de choses de vous, madame. Merci Alors, beaucoup. comment est-ce que votre expérience en tant qu'alumni Mandela Washington vous aide-t-elle à développer les compétences dans le domaine de leadership, autant pour moi, pour Ouais. pouvoir guider ces jeunes filles-là? Oui, l'engagement communautaire. J'étais déjà bien engagée avant d'aller à Mandela, mais Mandela a présenté une autre dimension de l'engagement communautaire. Être engagé sans attendre rien en retour, c'est comme sauver une génération de la perdition. Et aujourd'hui, plus que jamais, mon engagement est indestructible. Wow. Et aussi, Mandela m'a permis de m'intégrer dans un grand réseau où les jeunes leaders comme moi, qui sont investis dans les mêmes domaines d'activité, avec qui on partage des expériences. Donc, ça veut dire que ça fait que ma carrière est en trajectoire d'accélération dans ce domaine-là. Donc, franchement, j'en ai vraiment gagné. Et comment pensez-vous que les leaders africains peuvent contribuer pour travailler ensemble afin de promouvoir l'éducation de ces filles et de ces femmes qui ont vraiment beaucoup à donner à l'Afrique et au monde? De croire en la jeunesse. On ne peut pas parler du développement durable en mettant à l'écart la jeunesse. Et si nous voyons bien la population la plus jeune aussi dans le monde, ce sont aussi les femmes. Exactement. Donc voilà, de croire en elles, de croire en leur potentialité, de leur donner surtout la chance, voilà, de montrer ce qu'elles savent faire. Et d'ici combien d'années vous pensez que nous pouvons créer un monde où chaque fille, chaque femme sera épanouie dans les sciences et les technologies? Ça serait une réponse prématurée de ma part parce qu'il y a une inégalité, voilà, dans le monde entier. Certains sont en avance, certains sont en arrière. Mais je voudrais rester dans le contexte tchadien. D'accord. Nous avons beaucoup de travail à faire. Mais pour moi, chaque jour est une opportunité pour l'amélioration de notre avenir. Et j'y crois fermement. Et est-ce que, au-delà de ce que vous faites, vous êtes soutenu par le gouvernement ou une organisation quelconque, à part celle dont vous êtes la coordonnatrice? Moi, en tant qu'individu, non, parce que ce n'est pas un intérêt personnel. Voilà, et je trouve déjà bien le fait que je sois inclus dans une organisation. Et nous avons beaucoup d'institutions étatiques avec lesquelles nous faisons des partenariats pour donc organiser des événements à portée éducative pour l'intérêt de la fille, tels que la Journée internationale des jeunes filles dans les secteurs de TIC. Nous avons le ministère de l'économie numérique qui nous accompagne chaque année. Souvent, quand on frappe à la porte pour donc nous soutenir pour des initiatives, il y a des institutions étatiques qui répondent aussi favorablement. Et nous croyons que chemin faisant, les gens vont épouser la vision de la chose et nous aurons plus de mains à mettre dans la pâte. Et pour que tout un chacun puisse également épouser votre idée et s'intégrer, vous aurez certainement des projets ou des choses à proposer à nos citoyens aujourd'hui. Exactement. Exactement, c'est le cas de ce que nous sommes en train de lancer bientôt. Nous avons déjà lancé, par exemple, les Olympiades Oscar. Olympia Oscar. Ah oui, les Olympiades Oscar, ce sont donc des initiatives qui permettent aux jeunes Tchadiens de concourir, de libérer leur potentiel, aussi d'avoir accès à un grand réseau d'investissement, d'intégrer également des grandes académies dans le monde et de permettre aussi à notre pays ou à nos jeunes de se présenter sur la scène internationale. Et aussi, par exemple, pour cette année, en tant qu'organisation, nous voulons nous placer au cœur de la formation, au cœur du renforcement des capacités. Donc, en le faisant, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Les parents, le gouvernement sera spectateur du changement et je pense que ça viendra tout naturellement. Et ça va se passer dans quelle date exactement? Les Olympiades, oui. La candidature est déjà lancée en ligne. D'accord. Et quelles sont les procédures? D'abord, à partir du 5 au 26, le 26 octobre, la candidature sera donc clôturée. Et après que les candidats auront appliqué, il y aura donc une phase de présélection. Ceux qui seront présélectionnés vont donc passer devant un jury pour pitcher leur projet. Et donc les projets les plus novateurs seront donc retenus. Et donc ceux-là seront donc des finalistes. Ils iront donc sur Dakar pour présenter devant tous les pays africains. Vous imaginez vous imaginez le niveau, voilà. Et
Donc, le projet le plus innovant encore à la scène internationale donc, recevra donc, des accompagnements, des financements et aussi d'intégrer Donc, à la fin, vous voyez que nous pouvons créer de l'emploi à travers le renforcement des capacités. Nous pouvons aussi permettre aux jeunes d'être fiers d'eux et aussi d'améliorer nos communautés avec des solutions innovantes. Donc, ce que nous faisons, c'est, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, c'est vraiment des initiatives qui permettent à une génération de ne pas se perdre. Et ça se passe par la formation, ça se passe par l'éducation. Et je pense que notre gouvernement a grand intérêt de nous soutenir dans ce sens-là, parce que nous sommes de la société civile, nous sommes donc des bras que l'État peut utiliser donc pour accomplir sa politique de l'éducation au Tchad. D'accord. Et comme vous avez dit au début que certains parents inculquaient déjà à leurs filles qu'elles étaient minoritaires par rapport aux hommes. Elles n'avaient pas accès à certaines éducations que contrairement aux hommes. Alors, est-ce que vous avez également eu à rencontrer des parents qui vous ont exprimé peut-être leur mécontentement du fait que leur fille soit dans les STEM? Oui, vous savez qu'aborder cette question directement avec les parents, ce n'est pas toujours chose aisée, parce qu'ils n'ont pas tort. On ne donne que ce qu'on reçoit. Nous sommes dans un environnement. Même moi, avant d'avoir fait mes premiers pas dans ce domaine, vous voyez, il y a des réflexes. Il y a ce curriculum-là qui est là, de fois même en tant qu'enseignante. On dit, mais tu es une fille, tu fais ça pourquoi? Ça sort sans le savoir. Donc, nous prenons aussi le temps de faire une éducation parentale. Voilà, de leur expliquer ce qu'il y a à gagner dans ces choses-là. Et après, ils coopèrent. Il y a des parents qui appellent, qui demandent que je vienne à la maison pour aider leur fille. Wow. Voilà, donc, vous voyez, c'est un processus. Voilà, ils le font parce qu'ils ne le savent pas, ils le disent parce que des fois, il suffit de dire juste quelque chose et puis on décourage notre fille sans le savoir. Donc voilà, ça nécessite encore une éducation du mindset, comment elles doivent se prendre, comment ils doivent parler à leurs enfants, comment les enseignants doivent parler. Donc c'est pour ces raisons que nous intégrons également le volet formation des formateurs, voilà, dans notre agenda. Et je pense que le chemin est long, mais nous sommes en train de nous faire. D'accord, c'est super. Madame Rita, sachez que c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et moi, personnellement, je suis en train de tellement apprendre. Et je suis sûre que vous également, vous aurez certainement noté quelque chose. Et nous sommes malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je vais le dire, presque à la fin de notre émission. Et quel est le message que vous pouvez lancer à ces filles-là qui veulent également se lancer dans les sciences et technologies? Merci. Une fois de plus pour votre invitation. C'est toujours un réel plaisir de parler et d'ouvrir l'esprit de nos enfants sur ce qu'elles peuvent faire, sur ce quoi elles sont capables. Et donc, je terminerai en disant qu'on est ce qu'on pense. Donc, whatever tu veux devenir quoi dans ta vie, tu es le reflet de ce que tu penses. Donc, si elles veulent faire le ciel, elles peuvent le faire. Si elles veulent gouverner, elles peuvent gouverner. Si vous voulez gouverner, vous pouvez également le faire. Alors, tout est possible à celui qui croit également. Et quel est le message particulier que vous avez à adresser à ceux également qui veulent vous soutenir dans votre action? Nous attendons beaucoup. Vous savez, nous ne pouvons pas le faire seuls. Exact. Je l'ai toujours l'habitude de dire. Nous attendons des partenaires, des sponsors, des gens qui nous envoient des messages d'encouragement. Nous leur disons merci. Nous attendons beaucoup parce que investir dans l'éducation nécessite des gros moyens. Et nous attendons que le gouvernement réagisse, que les particuliers réagissent, que des institutions nationales et internationales nous soutiennent dans des initiatives que nous lançons. Et précisément pour les Oscars que nous avons déjà lancés, c'est un processus qui nécessite beaucoup d'intervention et nous souhaitons que les gens réagissent positivement pour que nous puissions amener notre pays sur cette scène internationale. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous suivez, mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de votre émission Une femme, un métier. Madame Rita, quel est votre mot de fin? Merci encore une fois de plus. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons et je suis ce que je pense et vous également, je l'espère. Restez toujours connectés sur les plateformes Alhuda Info et également sur la plage de AEPF. Pour plus d'actualités et de découvertes, pourquoi pas. Et sachez qu'en toute chose, vous pouvez réussir et les femmes aussi peuvent le faire. À très bientôt.